Le crocodile n'a pas besoin d'aide pour venir au monde. Il entre en scène prêt à l'attaque, les gènes déjà équipés de toute la férocité d'un prédateur incontesté. Pendant 200 millions d'années, le grand reptile carnivore, seigneur des marécages, a régné sur les eaux tropicales comme règne ailleurs le lion ou le requin. Mais la carabine a eu le dessus là où la nature se soumettait. Aujourd'hui, sur la côte nord de l'Australie, des hommes essaient de redonner vie à une population de crocodiles presque anéantie par les chasseurs. Dans le reste de l'Australie, la volonté de plier la nature aux besoins humains a souvent eu de telles conséquences. On a voulu tout maîtriser, du feu à l'eau. Comme va le constater une équipe dirigée par Jean-Michel Cousteau, l'Australie moderne est aux prises avec les erreurs du passé. Elle tente de reprendre en main pour l'avenir des mécanismes vitaux qui risquent d'échapper au contrôle des hommes. Je pénètre dans un domaine aquatique, un lieu rare sur le grand continent aride, un marécage primitif où le lever du jour évoque l'aube du monde. On l'appelle le Kakadu, et ce site sauvage a une telle valeur que les Nations Unies l'ont inscrit sur la liste du patrimoine mondial, avec le Grand Canyon, les pyramides et la cathédrale de Chartres. Ici, le soleil semble se lever de nouveau sur l'ère des reptiles. Des crocodiles qui comptent parmi les plus grands du monde règnent sur les cours d'eau de Kakadu. Ils dépassent 7 mètres, ils pèsent jusqu'à 1 tonne. Et il leur arrive d'attaquer des humains à qui la baignade est interdite ici. Ils doivent leur célébrité au film Crocodile Dundee, réalisé en partie à Kakadu. Toujours prêts à sauter sur le premier repas qui passe, les crocodiles sont la terreur des animaux, comme le petit jacana, qui effleure les feuilles de nénuphar de ses pattes graciles, comme s'il marchait sur les eaux. Devant moi, un père jacana se décharge de 4 petits qu'il abritait sous ses ailes. Pendant que les jeunes se désaltèrent, le père monte nerveusement la garde. Repérant l'intrus, le jacana fait signe à ses petits, qu'ils remontent en vitesse. On s'en va.
3 petits obéissent, mais le 4e traîne en chemin. Comme le temps presse, le lambin essaie de se glisser là où il n'y a plus de place pour lui. Les pattes de ces rejetons dépassent. Le père surveille l'ennemi. Puis arpente les plantes du marais, comme les pierres d'un gué qui le conduiraient en lieu sûr. Peu d'endroits sur Terre ont échappé à ce point à l'empreinte du monde moderne. Aussi l'Australie a-t-elle voulu protéger Kakadu en y créant son plus grand parc national, un ensemble de plaines humides et de forêts tropicales aussi vastes qu'Israël. La vie ici s'est adaptée à des conditions particulières. Le tiers des espèces d'oiseaux vivant en Australie se repaît de l'abondante nourriture fournie par Kakadu, en particulier le poisson. Pour l'attaquer, il existe une foule de techniques diverses. Certes, il est difficile pour une jeune spatule royale de s'emparer d'un poisson, mais l'aligner pour pouvoir l'avaler, c'est encore moins commode. Quant à l'aigrette, chasseresse des marais, elle traque ses proies patiemment, les happe enfin avec une vivacité féline. Quelquefois, au stade de la consommation, se présentent de petits problèmes. Mais cette cigogne locale qu'on appelle jabiru a réussi une belle prise qui attire l'attention d'un pélican et aussi d'un prédateur plus menaçant qui lorgne avec intérêt le jabiru lui-même. Jour après jour, à Kakadu, la mort peut frapper brusquement, à moins qu'elle ne soit prestement esquivée. Aujourd'hui, le jabiru parvient à rester hors de portée du crocodile. À Kakadu, l'exubérance de la vie se manifeste parfois par une explosion de voix rauques. Cette cacophonie est produite par des oies pie, les plus nombreux des oiseaux de Kakadu. Un seul vol peut compter 2 millions d'oies, qui descendent se nourrir de bulbes de joncs dans les marécages peu profonds.
Les oies bavardes symbolisent la valeur inestimable de Kakadu. Naguère en voie de disparition, elles sont protégées ici pour toujours, libres de se poser par millions pour trouver de quoi se nourrir et de nourrir le bonheur que nous éprouvons devant le spectacle de la nature. Au-delà des marais, Jean-Michel part à la découverte de la vie terrestre de Kakadu. L'immobilité peut être trompeuse. On croirait une branche, mais la branche regarde le passant. Ces rapaces nocturnes sont des podarges, spécialistes du camouflage. Jean-Michel constate la diversité remarquable de Kakadu. Ici, sur 1 hectare, on trouve jusqu'à 100 espèces de fourmis. L'une d'elles, la verte fourmi d'arbre, est un régal pour les aborigènes. Mais c'est leur façon de bâtir leur nid qui intrigue Cousteau avec sa formation d'architecte. Serre-joints vivants, certaines ouvrières maintiennent pendant longtemps les bords des feuilles pour que d'autres puissent les relier entre elles. Enfin, de la soie, extraite de larves qu'elles transportent dans leur mâchoire, assure l'étanchéité de l'édifice. Un autre indigène se donne beaucoup de mal pour construire et décorer non pas un nid pour ses petits, mais une sorte de chambre d'amour. Se cachant pour filmer derrière, Marc Blessington et François Quillard guettent les pratiques étonnantes de l'oiseau à berceau. Séducteur et constructeur que d'aucuns considèrent comme l'oiseau le plus évolué du monde. Apparemment obsédé par la recherche des femelles, le mâle passe des heures à lancer des appels. Dès qu'apparaît une compagne éventuelle, le mâle passe à l'action. Il a construit l'équivalent d'une garçonnière pour oiseaux. Un berceau de brindilles embelli à chaque extrémité par des ornements attrayants. Coquillages, cailloux blancs, bouts de verre. Disposés de façon à charmer une femelle. Stimulé par l'attente, il met de l'ordre et expose ses trésors méticuleusement. L'inspiration lui vient. Une nouvelle baie va peut-être intéresser l'oiselle. Enfin, le clou du spectacle. Doté d'un sens inné des effets spéciaux, il exhibe soudain une crête couleur lilas, espérant peut-être que cet accessoire fourni par la nature va s'avérer irrésistible. Le succès semble imminent. La femelle curieuse vient examiner l'installation et provoque ainsi chez le mâle une vive excitation. Pourtant, quand le moment semble opportun, il tergiverse, continue à bricoler, montre de nouveau sa crête, attend trop longtemps et cesse finalement de l'intéresser. Pour les oiseaux à berceau mâles, l'échec est un mode de vie. Malgré les efforts amoureux qu'ils déploient, ils n'atteignent leur fin qu'une fois sur 200 en moyenne. Comme un dinosaure en provenance directe du Mésozoïque, un varan d'1,20 m symbolise le succès des reptiles en Australie, qui héberge une variété de lézards
plus grande qu'aucune autre région du monde. Une chaleur insupportable pour tout autre animal est absorbée par les reptiles au sang froid et sert à tiédir leur corps. Armé de griffes pointues, le varan carnivore peut creuser le sol pour en déloger ceux que le soleil a poussés à s'y réfugier. Percevant la présence d'une grenouille, le varan frappe d'un mouvement si rapide qu'il en est presque imperceptible. L'avenir de la singulière faune de Kakadu n'est pas assuré. Aussi des rondes sont-elles effectuées par les rangers du parc, aborigènes pour un tiers et résolus à sauvegarder les espèces indigènes. Présents pendant 200 millions d'années, les crocodiles ont failli disparaître sous les coups des chasseurs. Ils n'ont été protégés qu'en 1971. Ce qui est plus préoccupant, c'est l'impact d'espèces immigrées, les buffles d'eau par exemple, introduits par les colons européens. Importés d'Indonésie comme bétail domestique, les buffles sont passés à l'état sauvage. Ils broutent et piétinent les plantes locales fragiles. Ils laissent derrière eux un désert humide, paradis des moustiques et des broussailles envahissantes, une sorte de mimosa venue d'Amérique centrale. Introduit accidentellement, le mimosa s'est répandu en fourré si dense que toute autre vie est éliminée. Une équipe de rangers travaille à plein temps pour le détruire. Mais la lutte qu'ils ont à mener contre ce végétal proliférant est très difficile. Pour sauver Kakadu, il faut supprimer les buffles. Les étendues boisées du parc national sont le théâtre d'un rodéo étrange et parfois périlleux, où les chevaux sont remplacés par des machines volantes, que leurs pilotes manient avec une audace spectaculaire. Regroupés dans des enclos de fortune, les buffles seront expédiés à l'abattoir. En 6 ans, un troupeau de presque 200 000 têtes a été réduit à environ 5 000 individus. Les buffles eux-mêmes ont été victimes du déséquilibre écologique dont les hommes étaient les véritables responsables. Voici l'orage de mousson qui dispense l'eau et le feu. Autant jadis, seule la foudre embrasait les plaines de Kakadu, mais les êtres humains mettent le feu ici délibérément depuis des dizaines de milliers d'années. S'inspirant peut-être des phénomènes naturels, les anciens aborigènes sont devenus des experts du feu. En incendiant les hautes herbes, ils tuaient les serpents, débusquaient les proies et orientaient l'évolution en avantageant les plantes résistantes au feu. Longue histoire étudiée par le biologiste David Bowman. What we have is
Nous avons ici un système très complexe, œuvre d'une culture écologique très avancée. Les aborigènes utilisaient le feu de façon très très intelligente. On peut dire que l'Australie est née de leur façon d'utiliser le feu. Aujourd'hui, dans toute l'Australie, les responsables de la protection de la nature consultent les sages aborigènes pour se faire enseigner leurs pratiques ancestrales et pour perpétuer les espèces adaptées au feu. Mais alors que les aborigènes pratiquaient des brûlés par petites parcelles, les rangers rasent de vastes étendues pour empêcher les touristes de provoquer des incendies de forêt désastreux. Ici, les gestionnaires de la nature font face à un dilemme. À la différence des méthodes anciennes, les brûlages importants et répétés peuvent être nocifs. On y tue de jeunes arbres sans lesquels la forêt perd sa vitalité, et aussi des arbres plus vieux. Ici, un insecte solitaire survit. Mais le sol de la forêt semble sans vie. Aujourd'hui, la controverse est devenue plus violente. Au début des années 70, un projet de mine d'uranium a été lancé. En tant que propriétaires de Kakadu, les aborigènes comme Bill Nige ont été consultés par les autorités et même par Malcolm Fraser, alors Premier ministre. Nige n'était pas sûr de vouloir de la mine, car il ne savait pas à quoi cela ressemblait. Il toucherait des redevances, lui promit-on, de quoi acheter une automobile et une maison. Il a répondu, à voir, peut-être une bonne chose ou une mauvaise. L'autorisation a été accordée et aujourd'hui, près de Mount Brockman, demeure sacrée de la divinité aborigène, le serpent arc-en-ciel, au cœur du parc national de Kakadu, s'ouvre une fosse immense, site de la plus grande mine d'uranium du monde. Appelée Ranger Mine, on y exploite un trésor fantastique, environ 10% des stocks connus de minerais à forte teneur d'uranium. En pénétrant dans l'enceinte de l'usine, l'équipe découvre le lieu banal d'où provient une substance qui sème la terreur. Des pierres bien ordinaires qui contiennent le plus mortel des éléments de notre planète. Les précautions commencent dès que la radioactivité du minerai est mesurée. Contre la dangereuse poussière, on commence par utiliser l'eau, tandis que le minerai s'achemine vers les machines qui vont le broyer. Il faut nettoyer les semelles poussiéreuses, laver les véhicules qui partent, porter les dosimètres individuels et les vérifier religieusement. Mais les précautions, constate Mark Blessington, camouflent une flagrante contradiction. Riche du tiers des réserves mondiales, l'Australie vend de l'uranium destiné aux centrales électriques à l'Europe, au Japon et aux États-Unis, alors qu'elle interdit l'énergie nucléaire sur son territoire. Les profits sont rapatriés, les périls sont envoyés au loin. Il demeure cependant un problème qui reste ici, les déchets faiblement radioactifs de l'usine. Pompés et envoyés dans une décharge, ils exigent une vigilance permanente et un système de surveillance qui doit repérer la moindre fuite vers le milieu ambiant. Toute contamination, radioactive ou autre, se manifesterait d'abord chez les prédateurs en bout de chaîne alimentaire. Avec l'aide de Blessington, le personnel scientifique de Ranger capture aujourd'hui des milans, prélevant 2 plumes de l'aile avant de les relâcher. Tout élément toxique sera révélé par une analyse des plumes faite en laboratoire. Un contrôle régulier et apparemment rigoureux s'applique à toutes les voies possibles de contamination, par l'air, le sol ou l'eau.
Les moules, nourriture appréciée par les aborigènes, sont particulièrement surveillés. Comme ils ont encore recours à des aliments naturels, les aborigènes eux-mêmes subissent des tests destinés à révéler une radioactivité anormale ou un empoisonnement par les métaux lourds. Aujourd'hui, la chasse, la pêche, la cueillette ne sont plus indispensables. La mine a apporté le confort moderne. Les produits emballés achetés au supermarché remplacent peu à peu à l'heure des repas les lézards et les tiges de nénuphars. Propriétaires de la terre, les aborigènes de Kakadu reçoivent chaque année jusqu'à 2000 $ chacun de redevances minières, ce qui les rend moins dépendants de l'aide sociale que la plupart des aborigènes. Mais la mine qui procure les progrès matériels fermera dans environ 25 ans, et l'avenir des aborigènes de la région reste incertain. Pour préparer le futur, une association investit les redevances minières. Les fonds sont placés pour les enfants ou financent des entreprises. Reprenant des graphismes traditionnels, les femmes produisent des tissus destinés aux touristes de plus en plus présents à Kakadu et qui ont suscité la construction d'un équipement unique en son genre. Un hôtel en forme de crocodile, propriété aborigène valant 16 millions $. Mais pour Bill Nedge, ce qui est inquiétant, c'est pas l'argent, c'est le destin du pays. La mine a tout gâté, dit-il. Il refuse même de la regarder. Je la leur laisse, dit-il. À moins qu'ils ne remettent les arbres. À ce moment-là, il voudra bien regarder. En fait, la restauration a commencé. La mine est contrainte de supprimer progressivement toutes les constructions, y compris les routes pavées. Une fois déblayé, le terrain devra être replanté en végétation locale et retrouvera alors son aspect originel, d'après Bob Cleary, directeur de la mine. Le projet actuel, explique Cleary, consiste à remettre en état tout le site, à remplir la fosse de déchets, à recouvrir le tout, de façon à en assurer la sécurité pendant un bon millier d'années. Les mineurs font de leur mieux pour honorer leur contrat moral. Mais ils laisseront derrière eux des substances dangereuses pour des millénaires. Et les pouvoirs redoutables du minerai qu'ils extraient risquent de profiter un jour à de lointains fabricants de bombes. Paradoxe suprême, en ce lieu où nous préservons la pureté du passé, nous fournissons un poison qui contaminera l'avenir. Quittant Kakadu au nord, l'équipe Cousteau va découvrir au sud un autre territoire aquatique. À bord d'un bateau loué, il s'apprête à explorer le fleuve le plus important du continent sec. À l'heure où les Australiens cherchent à mieux gérer la nature, ils se tournent vers le célèbre fleuve Murray pour tirer les leçons des erreurs du passé. Pendant longtemps, la vie indigène a été attirée par les eaux du Murray. Mais l'occupation humaine a produit de nouvelles espèces et de nouveaux buts ont été imposés au grand fleuve. L'équipe va suivre un long parcours. Le Murray et son affluent, le Darling, constituent le 4e système fluvial du monde en longueur. Un bassin immense qui draine un 7e des eaux de tout un continent. Né dans les vallées verdoyantes des Alpes australiennes, le Murray descend vers l'ouest, source de vie exceptionnelle, telle une oasis entourée d'un désert. À l'arrivée des Européens, le fleuve leur a servi de voie d'accès à l'intérieur, aride.
Près de Mildura, Cousteau visite un témoin de l'histoire du fleuve. Des bateaux à roues semblables au Melbourne ont aidé à ouvrir l'Australie du Sud aux colons européens. Aujourd'hui, le vieux bateau symbolise un rêve ancien, dompter la nature au moyen de la technologie. Le capitaine Albie Poynton a restauré ce vieux vapeur et le fait bel et bien fonctionner. Poynton explique à Jean-Michel comme il est fier de son bateau, construit en 1912. C'est toujours le même moteur. À l'origine, c'était un bateau qui servait surtout à sortir les arbres tombés dans les rivières, à aider à la construction de ponts et de barrages, des travaux fluviaux en tout genre pour le gouvernement. Pour Poynton, le Melbourne a encore 40 ou 50 ans de vie devant lui, si on s'en occupe bien. Alors, lui demande Jean-Michel, vous êtes parti pour 50 ans de plus? Oui, moi ou un autre. Mais j'essaierai. Remplacés depuis longtemps par le chemin de fer, les survivants des bateaux à roues sont des musées flottants. La machine à vapeur, explique Poynton, fascine les visiteurs, et pas seulement les hommes. Autrefois, dans les fermes, les femmes faisaient monter la pression des chaudières de leurs tracteurs, et bien des femmes de 80 ans sauraient s'occuper de cette machine-là, dit Poynton. Le fleuve que voient les touristes d'aujourd'hui n'est pas le Murray sauvage d'autrefois, mais un avatar domestiqué, plié au désir des humains. Sujet aux périodes de sécheresse et de crue au contre-coup des tempêtes antarctiques, le Murray a été aménagé au moyen de toute une série de barrages, d'écluses, d'une centaine de réservoirs, et assure l'approvisionnement en eau dans ce pays où les pluies sont rares. L'irrigation a fait verdir le désert. Aujourd'hui, le Murray arrose une région où pousse la moitié des ressources agricoles australiennes. On lui prend tellement d'eau en chemin que c'est à peine si un ruisseau parvient jusqu'à la mer. Il y a des années où le Murray ne se jette pas du tout dans l'océan. L'équipe Cousteau découvre une menace née de l'abondance d'eau et que les ingénieurs n'avaient pas imaginée. Pour développer les cultures, les colons ont commencé par éliminer les arbres. Puis ils ont inondé la terre sèche. Les champs irrigués ont porté des fruits, des légumes, du grain, et tout cela représente aujourd'hui 40% des exportations australiennes. Mais, cachés sous les sols fertiles, quantité de sels minéraux avaient été laissés par la mer ancienne. À force d'arroser, on a fait monter le niveau de la nappe et les sels sont montés avec. Brown explique que cette eau a une salinité de 70 000 unités. Or, l'eau de mer est évaluée à 50 000 unités. Cette eau-là est donc plus salée que celle de la mer et elle représente un grand danger pour l'agriculture de l'État de Victoria. Des arboriculteurs comme Mel Brown s'inquiètent. Les sels qui remontent actuellement risquent d'empoisonner le sol dans une bonne partie de la région agricole la plus importante d'Australie. Selon Brown, il y a encore 5 ans, l'eau des nappes souterraines restait bien en dessous de la surface. Mais aujourd'hui, elle est montée à cause de l'irrigation et parce que nous avons abattu les arbres qui interceptaient les pluies. Et elle menace gravement l'agriculture. Nous ne pouvons rien faire pousser avec de l'eau plus salée que la mer. Selon l'agronome Tim Cummings, le Murray lui-même risque de changer. What normally is in the river. 10 times. Yes. Cummings confirme la teneur en sel 10 fois supérieure à celle de l'eau normale du fleuve. Les agriculteurs sont-ils inquiets, demande Jean-Michel. Leur inquiétude n'est pas très grande, répond Cummings, car pour l'instant, le problème se pose encore à long terme, sans conséquences immédiates. Long term, they can see it, but they'll worry about long term sometime in the future.
So it's like always. I mean, it's take. Alors, dit Jean-Michel, ce sont les enfants qui devront s'en occuper demain? No, Non, I don't dit think we're Cummings. Nous n'avons pas le sentiment de tout transmettre à la prochaine génération. Nous nous en occuperons nous-mêmes, mais un autre jour. Ce qu'il faut changer, c'est l'attitude des gens de la région. Le gouvernement, associé à des groupes locaux, enseigne de nouvelles techniques d'irrigation et de reboisement, car le désert risque de revenir si l'on n'arrête pas la remontée des sels. Les agriculteurs appellent déjà mort blanche cette crue de sel qui monte des profondeurs de la terre, comme de terribles représailles à l'égard de ceux qui voudraient maîtriser la nature. La mainmise des hommes sur le muret s'est faite au détriment du fleuve lui-même et de la faune qui l'abrite. Les migrations des poissons ont été entravées, les frayères supprimées, et les pêcheurs professionnels ont de plus en plus de mal à gagner leur vie. How long have you been fishing the river? Clay Wilcox demande à John Aston depuis combien de temps il pêche. 40 ans, répond John. Une fois qu'on a goûté à l'eau de ce fleuve, on y revient toujours. Jour après jour, John et Cecil Aston pêchent dans le muret. Leur prise diminue, mais ils survivent, forts de leur longue expérience et d'un humour à toute épreuve. John explique à Clay les problèmes de la pêche dans le muret. Le docteur Michael Geddes est lui aussi un expert du muret, mais lui, il y pêche des données. Biologiste, il veut faire revivre une espèce locale autrefois florissante, un crustacé que l'on nomme écrevisse du muret. Fort apprécié car c'est une des plus grandes du monde, l'écrevisse se fait rare dans le muret. Leur déclin est un mystère, causé peut-être en partie par la surpêche, la salinité ou les déversements de pesticides. Mais en étudiant la nature et la qualité du fleuve dans l'espoir d'y mettre de jeunes écrevisses, Geddes a trouvé une raison plus plausible à ce déclin. The establishment of weirs into the river, such that the river is now divided up into a series of pools. Geddes pense que l'installation de barrages a dû jouer contre les écrevisses. Le fleuve n'est plus d'un seul tenant. Il est divisé en plusieurs bassins. Et de plus, sur certains tronçons, il n'y a plus de courant et ce genre de situation n'est pas apprécié par les écrevisses. Geddes pense que l'écrevisse va survivre, mais ne sera plus jamais abondante. Les Aston font face à un autre problème de gestion du fleuve. Cécile énumère les poissons qu'ils rencontrent. Une sorte de perche, qu'on appelle aussi pollock, ou ventre jaune. Un poisson-chat local. Et aussi la carpe européenne, un poisson détesté parce qu'il déchiquette les filets. John a appris qu'en Europe, on aimait beaucoup les carpes, mais ce n'est pas le cas ici. La nageoire dorsale est coupante, explique Cécile. Quand la carpe est prise, elle se tortille pour se dégager et finit par cisailler le filet avec sa nageoire. Initialement, les carpes ont été introduites par des aquariophiles qui les ont rejetées plus tard dans le muret. Geddes rappelle la présence en Australie de nombreuses espèces importées. Dans le muret, selon lui, 3 espèces de poissons représentent un danger pour l'environnement et la carpe est le plus flagrant. Is the European carp. These blokes, what do they do with me knife? Do you think there's a pretty healthy population of the carp? Les Aston expriment leur colère contre les carpes. Ce sont des poissons très prolifiques. Le frai a lieu 2 fois par an, contre 1 fois pour les espèces indigènes. Et le taux de survie est important. Ce poisson est une calamité. They're all fish. There's millions, absolute millions of them. That grey stuff is all eggs.
No doubt there'd be a big mortality rate with them, but there's a lot that survive and live, you know. They're just a blinking nuisance. They do muddy the water. En effet, confirme Geddes, les carpes, troublant l'eau, déracinent la végétation et modifient l'environnement au détriment des autres espèces. Les Aston montrent un poisson qu'ils apprécient, le nageoire rouge, qui malheureusement se fait rare. Le coupable, la carpe, qui mange les alevins de nageoire rouge. Carp eat them. Babies. Carp eat the babies. But these carp, they're a menace. They really are. Within South Australia, En Australie du Sud, explique Geddes, la carpe européenne est considérée comme nuisible et on n'a pas le droit de la disséminer. Mais malgré ces précautions, elle s'est répandue dans toute l'Australie. Il semble qu'on ne puisse pas se débarrasser de la carpe européenne. Les Aston ne sont pas très confiants en l'avenir de leur fleuve, barré d'ouvrages définitifs, infesté par un envahisseur prolifique. Excuse me, I've got to get them on the back of the bus. Les enjeux ne se limitent pas au problème de la pêche, d'après des scientifiques comme le docteur David Mitchell. Par certains aspects, le bassin du Murray est typiquement australien, explique Mitchell. On ne lui connaît d'équivalent nulle part ailleurs, et les Australiens y tiennent. Ils aimeraient le voir préservé. C'est une ressource naturelle très précieuse. Mais l'aménagement du fleuve a condamné les formes de vie qui dépendaient de l'alternance des crues et des décrues. Telle est l'opinion du docteur Terry Hillman. Selon le docteur Hillman, en l'absence d'un écosystème viable de plaine inondable, le fleuve lui-même est menacé. La volonté d'aménagement du cours est peut-être poussée trop loin, dit Hillman. En tant que scientifique, il considère le fleuve comme un système dont il faut comprendre le mode de vie. Si on n'y voit qu'une source d'eau, on mettra en péril cette source d'eau elle-même. Understand enough about it so we can maintain it as a living system, otherwise the water supply will collapse as well. Now, of course, we've locked the river from end to end for irrigation. John Aston va dans le même sens. En jalonnant tout le fleuve d'ouvrages d'irrigation, on a bouleversé les populations locales de poissons. S'il y a moins de poissons, dit-il, c'est pas leur faute, c'est la nôtre. Les cours d'eau ne coulent plus comme avant. Il n'y a plus de crues. We've blocked off the rivers and we've stopped the river flushing like it did in past years. It's as simple as that. Posant ou raccommodant leurs filets, les Aston pêchent toujours sur le Murray, jour après jour. Mais le réseau des êtres vivants, n'est-il pas trop tard pour le raccommoder ? Séparés par d'innombrables barrières, l'humanité et la nature semblent souvent irréconciliables. Ainsi, les kangourous adaptés aux grands espaces alors que les hommes se plaisent à construire des cages. Mais il arrive que les rôles soient inversés. Ici, les gens sont enfermés, avec leurs appareils photo, leurs pique-niques, leurs curiosités, et les kangourous évoluent librement. C'est le parc national de Flinders Chase, sur Kangaroo Island, près de l'embouchure du Murray. Longtemps isolé des humains et protégé depuis 1919, il est un vaste refuge. Comme l'apprend Mike Westgate, ingénieur du son de l'équipe Cousteau, les êtres humains et leur matériel suscitent plus de curiosité que de peur. En visitant le parc, nous sommes sensibles à sa mission. Garder en vie l'Australie d'autrefois pendant qu'ailleurs émerge l'Australie du futur. Emblème de cet étrange pays, le kangourou a vu les aborigènes arriver et s'adapter, les Européens arriver et changer. Comme la culture aborigène, le kangourou se perpétue. L'évolution l'a rendu apte à bien vivre sur le continent sec. Je crois qu'on va pouvoir emballer. Comme l'apprend notre équipe au bord d'un chemin, ici, l'humanité peut se réconcilier avec la nature. Le déjeuner est appétissant, les invités sont polis.
C'est un bon symbole de ce pays où les hommes s'efforcent enfin de se partager le même monde, les mêmes ressources vitales avec toute la famille des êtres vivants. Ça mange pas la poubelle. Non, ça c'est pas bon, c'est pour toi ça. Ah, on se calme, ça commence à... Allez, mon doigt. Bonjour, oui. Alors, c'est que chaque fois je me fais bouffer le doigt, moi. C'est bien les humains? Hein? C'est bien les humains. Ils ont ces griffes, hein, t'as vu? Un peu ces griffes? On emballe. Deuxième service. Bon, j'ai ramassé les poubelles un peu là parce que... Non, oh. Explorant les eaux fraîches de l'Australie du Sud, le bateau à vent Alcyone et une équipe conduite par Jean-Michel Cousteau côtoient des îles rébarbatives. Là vivent des oiseaux fouisseurs, pris entre la menace des serpents souterrains aux mâchoires mortelles et celle des humains qui s'emparent d'eux au mépris du danger. Quelques prédateurs chassent toujours, mais il est une espèce exterminée qui n'existe plus que sur une étiquette. Les plongeurs s'enfoncent dans d'épais fourrés de kelp où ils croisent d'étranges chevaux sans cavalier aux yeux pivotants et aux nageoires battantes. Ce sont les mâles qui mettent les petits au monde. L'industrie touristique vante la beauté des paysages désolés. Au milieu des collines où plus rien ne vit, les explorateurs découvrent l'héritage d'un peuple lui aussi exterminé. La technologie met à l'épreuve la résistance de la nature, lançant les tronçonneuses à l'assaut des forêts et déversant en mer une écume polluante. Tandis que les Tasmaniens manifestent pour préserver leur patrimoine, l'équipe Cousteau redécouvre une île qui lance un défi au monde. L'Alcyone jette l'ancre tandis que l'équipe se prépare à plonger à l'extrémité sud de la Tasmanie, île pastorale couverte de forêts et de domaines agricoles. À Adventure Bay, loin des agglomérations face à la vaste mer, les caméras sont prêtes à traquer un être fugace que Jean-Michel espère filmer ici en liberté. On ne le trouve que dans cette région du monde. En eau froide, la forme de vie dominante est le kelp. Ces algues laminaires sans racines se battent pour la lumière. Chaque ruban coriace cherche à dépasser l'autre, donnant naissance à un fouillis presque impénétrable. J'ai la sensation déroutante d'être un forestier des mers et de m'enfoncer dans un fourré impénétrable. Ces algues sont capables d'extraire directement de l'eau de mer les éléments nutritifs. Les courants qui les ont apportés proviennent d'aussi loin que l'Antarctique.
Comme les forêts pluviales, les bancs de kelp abritent tout un ensemble d'espèces interdépendantes. En se décomposant, les algues alimentent des organismes microscopiques qui nourrissent à leur tour des animaux plus gros, parmi lesquels on reconnaît des poissons tropicaux parvenus à la limite de leur habitat. Mais nous apercevons à travers le fouillis végétal un remarquable compagnon de plongée. L'Hippocampus abdominalis mérite son nom latin de cheval marin à gros ventre. Propulsé uniquement par sa nageoire dorsale, l'hippocampe est pourtant capable de se déplacer rapidement vers l'avant, puis de s'immobiliser, parfaitement dissimulé, amarré au feuillage à l'aide de sa queue. À peine avons-nous perdu notre ami dans la forêt marine qu'un léger mouvement attire notre attention. Un être à la dérive semble presque dénué de corps. Échappé d'un rêve fou, voici que prend forme devant nous le dragon de mer tasmanien, objet de notre quête. On l'appelle dragon de mer commun, mais il ne mérite pas cette épithète. Je n'ai jamais vu d'animal aussi artificiel. Un cheval de manège, sans épaisseur, maître du camouflage. Capable de se donner un profil de gaufrette, le dragon passe sans doute pour une brindille sans valeur nutritive aux yeux des rares prédateurs qui parviennent à l'apercevoir. Chacun de nous s'est bientôt trouvé un compagnon à observer respectueusement. Le chercheur Rudy Cutter bénéficie d'un permis de collecter les dragons de mer. Avec lui, nous plaçons doucement un dragon dans un sac à spécimens afin de pouvoir l'examiner à la surface. So this is your little friend. Voici votre petit ami, dit Jean-Michel. Rudy lui explique que c'est une femelle de grande taille. Son corps est plus large que celui du mâle par rapport à sa longueur. Les branchies sont complètement fermées, à part une minuscule ouverture au sommet de la tête. Le dragon a une armure et des rayures étincelantes. Seule partie souple de son corps, les branchies et les nageoires qui frémissent comme sous l'effet d'une brise permanente. Les yeux pivotent indépendamment, d'où une excellente vision. Mais c'est le tube buccal qui joue un rôle vital en aspirant constamment de minuscules crustacés. Comme chez leurs cousins les hippocampes, la femelle ne porte pas les enfants. C'est le mâle qui se charge des œufs et met au monde les petits. Parfaite réplique dès la naissance, équipés comme leurs parents de fanfreluches ondoyantes, avec le même art du camouflage
et le même petit museau tubulaire. Quand je suis arrivé en Australie, explique Cuiter, la plupart des scientifiques ne plongeaient pas. Ils ne travaillaient que sur des spécimens morts récupérés par des pêcheurs. Mais c'est l'animal vivant qui est plein de beauté. Nous remettons à la mer le petit destrier. Les dragons survivent mal en captivité, ce qui montre qu'ils sont faits non pas pour habiter notre monde, mais pour vivre libres dans leur domaine, où ils sont aussi fragiles que l'instant de rêve où nous avons eu la joie de les découvrir. L'Alcyone poursuit son enquête en Tasmanie, terre isolée au sud Pacifique dont le destin est pourtant lié au reste du monde. Là, on va aller voir les mutton birds. Cousteau conduit le bateau dans le détroit de Bass pour y étudier des oiseaux dont les migrations comptent parmi les plus longues du monde. C'est sur ces îles balayées par le vent que le puffin à bec grêle, qu'on appelle aussi oiseau-mouton, pond ses œufs. 23 millions d'oiseaux se rassemblent autour de 14 millions de terriers qui leur servent de nid. Cousteau visite le site avec des spécialistes, Ernie Skira et Terry Schweiner, après la naissance des poussins et peu avant le début du grand exode saisonnier. Ernie et Terry expliquent à Jean-Michel que la mère ne nourrit son petit qu'une fois par semaine. Les parents commencent leur migration vers l'Arctique au cours de la 2e semaine d'avril, tandis que les poussins attendent la fin d'avril pour prendre leur vol. Quelle est la distance parcourue par les oiseaux? À l'aller, au moins 15 000 km. Ces oiseaux vont donc parcourir un circuit extraordinaire de 30 000 km autour du Pacifique qui va les conduire jusqu'au cercle arctique après la période de reproduction, puis les ramener non seulement à la même île, mais au même nid, année après année. Les premiers Européens ont souvent survécu en chassant ces oiseaux rassemblés par millions. Un des scientifiques explique que le nom d'oiseau-mouton vient des bagnards, qui trouvaient à leur viande le goût de celle du mouton. Mais l'homme n'est pas le seul prédateur. Le serpent tigre compte parmi les plus venimeux du monde. Il vit lui aussi parmi les terriers et profite des 3 mois de présence des petits puffins. Un chercheur propose à Jean-Michel de tenir le dangereux reptile. Is that your first snake? No. That's probably my first venomous snake. Ce ne sont pas les mâchoires qui peuvent tuer, mais le venin. Un mélange complexe de protéines qui paralyse le système nerveux. Les serpents tigres de Tasmanie ont été séparés des espèces terrestres australiennes quand la mer est montée, il y a quelques 20 000 ans. Les plus longs d'entre eux mesurent jusqu'à 1,50 m. Ils se nourrissent surtout de lézards et de rongeurs, mais si l'évolution leur a donné un corps important, c'est peut-être pour profiter des jeunes puffins bien nourris par leur mère. Les serpents tigres peuvent survivre sans manger entre 2 périodes de nidification. Ces prédateurs n'attaquent que ce qu'ils peuvent avaler. C'est une protection naturelle pour la population des puffins, car les serpents laissent les oiseaux en paix dès qu'ils sont trop grands pour être avalés d'une bouchée. Mais les serpents ne sont pas seuls à s'intéresser aux oiseaux. Malgré le risque de frôler un serpent en fouillant un terrier, les descendants des premiers Tasmaniens perpétuent une activité traditionnelle. Ils s'emparent de jeunes oiseaux pesant plus d'1 kilo et leur cassent le cou. Gee, ow, ow!
Les oiseaux déjà grands se défendent contre les intrus par de violents coups de bec et sont rejetés vers le ciel. Ce sont les poussins qui ont de la valeur. On en prend environ 300 000 par an. Une chasse réglementée par le gouvernement de Tasmanie. Antoine Rosset discute de la condition de la faune tasmanienne avec John Hamilton, qui gère un parc-refuge privé. Les animaux orphelins y reçoivent soins et nourriture avant d'être relâchés dans la nature. Ce petit wombat, raconte Hamilton, a été trouvé au bord de la route. La mère avait été tuée. Quand une femelle marsupiale est tuée, les petits restent vivants dans la poche. Ce petit-là a été nourri à la main par un particulier. Il y a beaucoup de chances d'être vivant. Le petit wombat a été mordu par de jeunes diables de Tasmanie. Il souffrait d'une grave infection quand il est arrivé au refuge. Nous lui avons donné des antibiotiques. Or, il est très rare de survivre à une morsure de ces diables, qui se conduisent comme des hyènes et leur ressemblent, en plus petits. Leur tête, continue Hamilton, est énorme par rapport à leur corps. Leurs mâchoires sont extrêmement puissantes, capables de broyer des os. Ces diables mangent tous les animaux qui meurent dans la nature, wallabies, wombats, oiseaux, reptiles. Tout ce qui meurt devient bon à dévorer. Les diables ne laissent pas un débris. Et seule cette mâchoire inférieure ne leur a pas plu, ni les dents. C'était sans doute un peu trop dur. Le diable, malgré sa réputation d'insatiable carnivore, est très apprécié au parc. Ici, des animaux qu'on ne trouve qu'en Tasmanie, anciens habitants sauvages du bush, peuvent côtoyer les visiteurs aussi familièrement que des animaux de compagnie. Mais une mauvaise réputation peut tuer. La peur et des réactions excessives ont condamné à l'extinction un autre carnivore féroce, le loup marsupial, que l'on appelait le tigre de Tasmanie. Le dernier spécimen captif a été filmé à la fin des années 20. Ce tigre, ou thylacine, coexistait sans problème avec les aborigènes tasmaniens qui ne faisaient paître aucun bétail. Mais quand les moutons arrivèrent, ils étaient trop faciles à attraper. Le loup devint la cible de chasseurs impitoyables, bien après que sa population ait été diminuée. Certains optimistes assurent encore qu'ils ont aperçu le fameux tigre, mais les scientifiques pensent qu'il n'existe plus, sauf sur une bouteille de bière. D'autres espèces sont aussi vouées à ne plus exister que sous forme d'étiquettes commerciales, parce que nous n'avons pas voulu comprendre à temps que tous ont dans la diversité de la vie leur place, même les charognards, même ceux qu'on ne voudrait pas cajoler. Les habitants originels de la Tasmanie n'existent plus. Pourtant, ils ont survécu pendant au moins 30 000 ans, avant que les Européens ne réduisent leur culture à des chantiers de fouilles. Antoine discute avec l'archéologue Brian Prince, qui cherche dans la terre les traces du passé. Brian lui parle de l'occupation des lieux par les aborigènes, qui s'est développée sur un temps considérable. Sur les 5000 aborigènes qui pratiquaient encore la chasse et la cueillette en Tasmanie en 1800, quand les Britanniques y ont pris pied, il n'en restait que quelques centaines dans les années 1830, quand le missionnaire George Robinson a été chargé de les christianiser et de les regrouper en villages. Sachant que les Tasmaniens pour chasser et décimer seraient rétifs, Robinson utilisa une jeune fille, Trukanini, qui devint sa maîtresse. Elle accepta de pacifier son peuple malgré le sort subi par sa propre mère, tuée par les Britanniques, qui chassaient les Tasmaniens comme du gibier et les traquaient pour les exterminer. Victimes de la violence, de la maladie et du désarroi moral, les Tasmaniens de pure race furent réduits à une poignée d'exilés dans leur propre pays, puis à Trukanini elle-même. Elle pria qu'après sa mort, on ne transforme pas son corps en spécimen, sachant que les derniers squelettes tasmaniens faisaient l'objet d'une foire d'empoigne au nom de la science. Malgré le souhait qu'elle avait exprimé,
la dernière Tasmanienne à mourir dans sa patrie fut exposée jusqu'en 1976, 100 ans après sa mort. Ultime vestige d'un peuple exterminé parce qu'un autre peuple convoitait sa terre. Mais ceux qui prirent cette terre n'en furent pas toujours de bons intendants. Les collines désertiques qui entourent la mine de Mount Lyell à Queenstown sont un héritage dont aucune société ne devrait s'enorgueillir. Le déboisement, les feux, la pollution de l'air due à la fonderie de cuivre ont détruit peu à peu toute forme de vie. On se croirait sur une planète morte. La transformation du minerai prit fin en 1969, mais même dans des conditions idéales, il faudrait 5 siècles pour que la forêt revienne. Les Tasmaniens d'aujourd'hui ont appris à tirer parti de ces 40 km² d'enfer. C'est ce qu'explique à Ian Chapman Joyce Bushby, qui organise avec succès des excursions aux mines. Qu'est-ce qui peut bien attirer les visiteurs à Queenstown? Joyce Bushby appelle volontiers sa région le pays de Dieu. C'est un endroit tout à fait extraordinaire, affirme-t-elle. La colline de Gormaston a l'air d'un paysage lunaire. C'est cet aspect lunaire qui attire les touristes, demande Chapman. Oui, confirme Bushby. C'est une attraction touristique très populaire. Chaque année, 40 000 visiteurs font l'excursion à la mine de Lyell. On leur y fait admirer des paysages de destruction. Leurs dollars sont précieux pour l'économie locale. Quant à la mine elle-même, elle est destinée à fermer après une longue histoire de faible rentabilité. Mais son décor lugubre restera en place. Désert profitable que les habitants de la région en sont venus à aimer. Vous auriez un projet de préservation d'une de ces collines? Demande Chapman. Il s'agit de la colline de Gormaston, explique Bushby. C'est celle qui évoque un paysage lunaire. Et on souhaite en préserver une partie sous cette forme, qui attire les touristes. Telle qu'elle est, c'est une réalité, c'est comme ça, on ne peut plus revenir en arrière. Quelques plantes ont commencé à repousser. Va-t-on arracher cette végétation pour préserver l'état antérieur des choses? Cela n'est envisageable que dans les plus strictes conditions de sécurité, explique Bushby. Pas question de vaporiser les produits. Si la végétation doit être arrachée, ce sera à la main, plan par plan. Sur une montagne pareille, la forêt pluviale ne reviendra pas. D'ailleurs, sur ces montagnes, le soleil couchant est splendide et les couleurs du paysage ne cessent de changer. C'est magnifique. Certes, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. En contrepartie des ravages provoqués, la mine a produit 1 million de tonnes d'or, d'argent, de cuivre, 2 milliards de dollars rapportés par l'exportation depuis 1885. Mais la terre peut-elle s'offrir le luxe de ce genre de beauté qui implique la destruction de toute trace de vie? À inscrire aussi au bilan la mort de l'eau. Pendant des décennies, les sédiments et les déblais ont étouffé la rivière et déboulé le long des pentes, autrefois fertiles, aujourd'hui devenues un grand désert de boue. La mine devait enrichir l'ensemble de la société et pourtant, les choix proposés aujourd'hui à cette société semblent bien pauvres. Chapman demande à Bushby si elle aimerait pouvoir nager avec ses enfants dans une rivière propre. Il y a beaucoup de choses que nous aimerions faire, dit Bushby, mais ces changements impliqueraient la fermeture de Mount Lyell. Les gens d'ici ont besoin de leur emploi. Nos enfants ont besoin de faire des études. Nous devons continuer. S'il faut que la Queen River reste comme elle est pour que j'ai du travail, je choisis le travail. Mais à long terme, la mort de l'environnement ne saurait stimuler l'économie. La seule utilité de telles dévastations, servir de mise en garde, faire préserver les richesses qui demeurent. Sur la Gordon River, l'équipe Cousteau redécouvre la splendeur. Ici aussi, le tourisme prospère, mais avec pour attraction la nature sauvage, le goût de la terre telle qu'elle était jadis. À l'échelle mondiale, l'industrie touristique brasse aujourd'hui des fortunes. Les visiteurs traversent en foule le parc national des rivières sauvages.
Souvent, les lieux que les touristes viennent admirer sont menacés par les effets du tourisme lui-même et de ses accessoires, tels les bateaux à moteur dont le sillage attaque les berges, lessivant le sol et déracinant les arbres. Plus une région est ouverte à l'usage du public, plus le contrôle public est nécessaire. Selon Kearney, capitaine du bateau de tourisme, les responsables officiels s'inquiètent de l'érosion des berges provoquée par le sillage des bateaux. Ils ont donc limité à 9 nœuds la vitesse des embarcations commerciales de plus de 8 mètres de long. Pris entre le goût des loisirs et le désir de protéger la nature, les Tasmaniens comparent ce qu'ils ont hérité à ce qu'ils laisseront derrière eux. Accompagné par Bob Ingalls, directeur régional de la commission forestière tasmanienne, l'équipe entreprend d'explorer les forêts qui abritent certaines des essences les plus précieuses du monde. Lors de l'arrivée des Britanniques, au début du 19e siècle, 72% des 65 000 km² de l'île étaient couverts d'une forêt dense. 20% de cette forêt a disparu pour toujours. L'équipe pénètre dans une zone autrefois exploitée, aujourd'hui protégée, une magnifique forêt pluviale, tempérée, tapissée de mousses et de fougères qui descendent des premières plantes apparues sur Terre. Mais le bois par excellence, c'est le pin-huon, un arbre précieux dispersé, comme au hasard. Ingalls explique que ce tout petit arbre est une pousse de pin-huon âgée d'1 an environ. Âgé d'1 an, cet arbre ne mesure que 2 cm, remarque Rosset. Entouré de mousse, est-ce qu'il va survivre? Ah oui, répond Ingalls. C'est comme ça qu'ils grandissent tous. Cet arbre tasmanien a une croissance trop lente pour permettre une exploitation commerciale. 120 mm par siècle. Cela donne à la moindre planche le prix des choses les plus rares. Ces arbres restent donc les enfants de la seule nature. En étudiant leur pollen fossile, on peut remonter leur origine jusqu'à 135 millions d'années. Toute cette zone a été exploitée, explique Ingalls. Presque 1000 hectares de pin-huon rasés. On a abattu ces arbres? Demande Rosset. Oui, répond Ingalls. Et maintenant, on va récupérer les souches qui avaient été abandonnées. Tout ce bois sera transformé en charpente de bateaux et en meubles. Le pin-huon représente ici une valeur de 30 millions de dollars. C'est donc un projet tout à fait intéressant, conclut Ingalls. Les propriétés remarquables de ce pin en font un des meilleurs bois de construction navale du monde. L'huile peut constituer jusqu'à 7% de son poids. Et les troncs peuvent mesurer jusqu'à 40 mètres de long. Parfumé, stable, ce bois résiste presque complètement à la pourriture et grâce à sa belle texture et à sa durabilité, on en fait des meubles précieux. Une commode peut se vendre en magasin au quart du prix de gros d'un arbre entier. Rosset demande à Ingalls combien d'argent rapporterait cet arbre si on l'abattait. Probablement entre 40 000 et 60 000 dollars, répond Ingalls. Alors demande Rosset pourquoi l'arbre est-il toujours là. Le patron de la scierie, raconte Ingalls, l'a trouvé si grand, si exceptionnel, qu'il a décidé de le laisser là. Et il est resté là. En 1990, cet arbre est tombé. Avec ses 5000 ans, c'était sans doute un des êtres vivants les plus vieux du monde. En 1821, une colonie pénitentiaire tristement célèbre fut fondée à Macquarie Harbour. Des forçats, qui assuraient le flottage des troncs jusqu'aux scieries, étaient tenus en captivité par ces forêts jugées impénétrables. Riches en espèces comme le pin, le blackwood et le grand eucalyptus, le nom même de la Tasmanie a fini par évoquer le bois d'œuvre.
Mais l'abattage sélectif à la main a été remplacé par la méthode de l'industrie forestière moderne, ce qui plonge la Tasmanie d'aujourd'hui dans une controverse intense, comme l'apprend Yann en discutant avec Doug Fenton, bûcheron chevronné. Chapman demande à Fenton comment on peut justifier ce qui semble être de la destruction. C'est bel et bien de la destruction, dit Fenton. La partie la plus précieuse de n'importe quel sol est sa surface. Et ici, la surface du sol est dévastée. Rien ne peut plus pousser dessus. Cette forme d'exploitation forestière ne peut déboucher sur aucune réussite, affirme Fenton. Fenton n'est pas le seul à s'opposer aux coupes claires pratiquées avec d'énormes machines qui, selon eux, tassent le sol et provoquent une érosion telle qu'il est impossible de replanter. La commission forestière, fondée dans les années 40, soutient que les coupes à l'ancienne laissaient trop de débris sur le terrain et que la repousse n'était pas stimulée. Afin d'obtenir de façon suivie un approvisionnement en arbres de taille adulte, la commission cherche à gérer un cycle de coupe et de reconstitution. Selon les autorités, après une coupe claire et malgré les plaies béantes, une forêt redevient exploitable en 80 à 100 ans et ressemble alors à ce qu'elle était avant abattage. Sachant que les eucalyptus, arbres à croissance rapide utilisés dans les industries du papier, dépendent d'incendies naturels pour faire exploser les capsules contenant les graines, la commission a intégré à son programme des incendies contrôlés, dont le moment est choisi en fonction de la météo. Puisque les jeunes eucalyptus ont besoin d'un ensoleillement direct et d'un terrain dégagé, la commission affirme que ces méthodes reproduisent les effets des incendies naturels et stimulent la reconstitution. Certaines forêts sont sous contrôle d'entreprises privées. Chapman demande à Bills quel rôle son entreprise joue dans la gestion des forêts. Nous détenons les droits d'exploitation, répond Bills, et nous sommes responsables de la gestion de cette zone. Nous avons abattu le bois, tracé des routes, et nous nous chargeons de la reconstitution, de la gestion et de la protection de la forêt. Jusqu'à quel point une telle gestion est-elle durable, demande Chapman. Bills répond que sa société est active depuis plus de 50 ans. Elle a donc acquis une connaissance complète de la forêt qu'elle exploite. Sur cette base, explique Bills, nous calculons une coupe annuelle acceptable. Dans la mesure où nous reconstituons la forêt et où nous conservons les taux de croissance, nous pratiquons une forme de gestion durable qui nous permettra de poursuivre indéfiniment. Par exemple, continue Bills, si nous pratiquons une coupe ici, nous attendrons 15 ou 20 ans avant de recommencer. Et nous avons donc une mosaïque de classes d'âge. Nous maintenons des corridors le long des cours d'eau. Mais voyez ici cette petite rivière. Nous n'avons pas du tout coupé les arbres. À tout moment, souligne Bills, il existe un système variable d'écotype capable de faire vivre tout l'ensemble d'animaux qui habitent nos forêts. Le système comporte également des plantations coupées tous les 20 ans environ. On y cultive un seul type d'arbre, élevé en laboratoire, et utilisé surtout pour produire de la pâte à papier. Les jeunes plants sont placés dans des conditions idéales d'humidité et de température de l'air et du sol. C'est une pépinière pour arbres d'élite. Au cours de la dernière décennie, explique Bills, nous avons cherché dans toutes les forêts d'Australie les meilleures espèces d'eucalyptus et nous les avons plantées chez nous pour étudier leur taux de croissance ainsi que la qualité des pâtes à papier obtenues. Nous obtenons donc, continue Bills, des groupes d'arbres génétiquement identiques. Il en résulte une amélioration générale de nos plantations, tant sur le plan de la croissance que pour la qualité de la pulpe. Chapman demande si, un jour, l'entreprise pourra couvrir tous ses besoins en utilisant exclusivement des arbres venus des plantations. Oui, dit Bills, on pourra couvrir ainsi une part importante des besoins en pâte à papier. Mais l'entreprise produit aussi du bois d'œuvre et de plaquage, et elle aura donc toujours besoin de la forêt naturelle, en pratiquant une rotation sur 80 à 100 ans.
Il est bien difficile de concilier les demandes du marché et celles de l'exploitation forestière. 60% des troncs d'arbres tasmaniens sont exportés et transformés en copeaux. Aussi, les écologistes craignent-ils de voir de grandes étendues de forêts naturelles, d'essences variées, disparaître, remplacées par des plantations artificielles. Mais les techniques forestières seront-elles jamais capables de recréer ce qu'elles ont détruit? Seul le passage du temps permettra de le savoir. De plus grande valeur encore que les copeaux, la pâte de bois blanchie sert à faire du papier et des produits annexes pour lesquels la demande est forte au Japon, ainsi qu'en Australie même. C'est en 1938 que la Tasmanie s'est lancée dans l'industrie de la pâte à papier. Pendant la guerre, pour assurer l'approvisionnement en papier journal et créer des emplois, une fabrique s'est ouverte à Burnie, sur la côte nord. Elle déverse des effluents dont l'aspect répugnant préoccupe les gens de la région, comme Anna Wind. Chapman demande si l'on voit souvent cette écume apparaître. Oui, répond Wind. C'est vraiment honteux que l'entreprise ait le droit de faire ça. J'ai même vu des enfants se baigner dedans et se frotter le corps avec cette écume. Après, raconte Anna Wind, ils ont dû aller chez le médecin parce qu'ils avaient des éruptions bizarres. C'est quand même pas une coïncidence. Il faudrait une enquête, insiste-t-elle. Si c'est dangereux pour la santé de nager ici, il faudrait prévenir à l'aide de panneaux. Chapman remarque qu'il n'y a en effet aucun panneau sur la plage. Il demande à Anna Wind si elle pense que sa fillette pourra un jour nager ici. Si l'on commence tout de suite le nettoyage, pense Wind, ce sera peut-être possible, dans 20 ans. Mais actuellement, dit-elle, je ne la laisserai pas nager dans une eau pareille. Bills considère, lui, que la papeterie et les habitants devraient arriver à s'entendre. C'est vrai, dit-il, qu'il y a des inconvénients pour la collectivité, mais les gens sont arrivés ici après l'usine. Nous sommes pour l'industrie propre, dit Anna Wind, et nous sommes contre cette pollution éhontée. Alors, demande Chapman, le gouvernement n'impose aucune exigence d'épuration aux industriels? On entend des déclarations énergiques, répond Anna Wind, mais on ne voit aucune action. Bills, de son côté, soutient que depuis 50 ans, les normes anti-pollution se sont durcies et que son entreprise les respecte. Il faut relativiser les problèmes, affirme-t-il. Et il n'y a sans doute que 10 à 12 jours de l'année avec des vents bien particuliers où l'on assiste à ce genre de concentration dans ce coin-là de la plage. Wind proteste. Écoutez, dit-elle à Chapman, vous êtes venu par hasard et vous êtes tombé dessus. Cela prouve bien que cela se produit régulièrement. Les effluents déversés par la papeterie ont soulevé le mécontentement. Quand on a su qu'en 1989, la papeterie devait bâtir une gigantesque extension, les habitants en colère de la région de Wesley Vale ont protesté contre ces nouvelles installations prévues sur de bonnes terres agricoles, déjà largement déboisées en vue de cultures alimentaires. L'institutrice Christine Milne est devenue porte-parole du mouvement. Enracinée dans les milieux agricoles, exprimant avec fermeté son opposition à la papeterie, elle est devenue du jour au lendemain une personnalité nationale et Wesley Vale, devenu le théâtre d'une controverse sociale et politique, est passé au premier plan de l'actualité tasmanienne. Chapman demande à Christine en quoi la nouvelle usine est dangereuse pour l'environnement. On y utilisera un procédé au chlorure de soufre, répond-elle, ce qui répandra une odeur nauséabonde dans toute la région. Mais de plus, la papeterie déversera dans l'atmosphère et dans la mer des dérivés organochlorés, y compris de la dioxine, cette substance très toxique qui s'accumule dans la chaîne alimentaire. Nous pensons, conclut Christine, que c'est totalement inconciliable avec la direction que nous voudrions voir prendre par la Tasmanie. Chapman rappelle les problèmes soulevés par les écologistes qui s'inquiètent de la pollution du détroit de Bass. Quelle est l'opinion de Les Wood, un bûcheron retraité? Les écologistes critiquent le peu de sévérité des normes, la pollution excessive, et disent que les agriculteurs vont souffrir à 20 km à la ronde. Mais c'est complètement absurde, affirme Wood.
Pourtant, les agriculteurs ne sont pas convaincus que la distance suffira à empêcher la pollution aérienne de contaminer le sol. 80% des terres fertiles de Tasmanie se situent à Wesley Vale et les cultivateurs se plaignent. Selon eux, le projet ne tient aucun compte des besoins et de la situation de l'agriculture. Alan Wilson a été au premier rang de l'opposition à la papeterie. Chapman remarque que le sol a l'air très bon. C'est le cas, dit Wilson. Les gens de la région ont-ils eu leur mot à dire? Personne n'a été consulté, répond Wilson, ni par l'entreprise, ni par le gouvernement. Ils se sont très mal conduits. Ils se présentent comme de bons voisins, mais ce n'est pas vrai. Nous avons été mis au courant les derniers. Et par contre, ils ont fait la tournée des hommes d'affaires en leur chantant les louanges de leur projet. Wilson est inquiet. Cette région produit de quoi manger, dit-il. La production d'aliments n'est possible que dans 7% de toute l'Australie. L'industrie lourde ne devrait pas s'installer dans une zone de production alimentaire. Depuis 30 ou 40 ans, explique Christine Milne, les gouvernements croient que l'industrie de transformation provoquera la croissance de la Tasmanie. Tout ce qu'elle a apporté, ce sont de graves problèmes de pollution et un taux de chômage élevé. Ici, poursuit-elle, le revenu par habitant est le plus bas de tout le pays et pourtant l'exportation de matières premières est la plus importante. Ces types-là, dit Wood, veulent démolir un projet qui va profiter non seulement à la Tasmanie, mais à l'Australie tout entière. Je me demande s'il n'aurait pas dû vivre à l'époque où tout ce que j'avais pour le petit déjeuner, c'était du pain sec et du saindoux. Les gens, dit Christine Milne, trouvent qu'ils ont travaillé très dur pour améliorer la terre. Ils l'ont aimée, ils l'ont enrichie. Ils avaient espéré la transmettre à leurs enfants et aux générations futures. À leurs yeux, ce qui se passe, c'est tout simplement du vandalisme. En Tasmanie, nous sommes passés sous le contrôle des multinationales. Le gouvernement semble avoir oublié qui ils sont censés représenter, conclut Milne. Ils ont été des centaines à s'unir contre le projet, à soutenir le mouvement d'opposition mené par Christine. À ceux qui prétendent que cela bénéficiera à l'économie, déclare Christine Milne, demandez-leur comment. Ils ne trouveront rien à répondre. La papeterie de Wesley Vale ne sert en rien les intérêts de la Tasmanie. Nous disposons d'une excellente solution de rechange, poursuit-elle, de petites industries à capitaux tasmaniens, respectueuses de l'environnement, écologiquement durables. Nous vivons dans un pays formidable et nous avons le pouvoir d'empêcher la création de ces papeteries. L'avenir des forêts tasmaniennes a pris une importance cruciale dans la campagne pour les élections au Parlement de l'État. Christine Milne et d'autres se présentaient comme candidats indépendants, anti-papeterie, pro-environnement. Les arbres ont emporté la décision en devenant le pivot de toute l'élection. Ils savent pourquoi ils se battent. Et ce n'est pas pour leur pouvoir personnel. Et ça fait une grosse différence, déclare Christine Milne. Quand on a compté les suffrages, l'usine de pâte à papier avait perdu. En dépit des prévisions, Christine et ses collègues avaient été élus. Jean-Michel demande si c'est la première fois qu'une bataille importante est remportée par d'autres forces que le gouvernement et les industriels. C'est la première fois, répond Christine, que des sommes aussi énormes sont en jeu. Et cela fait toute la différence. Au début, on m'a dit que je perdais mon temps parce qu'on ne pouvait pas empêcher un projet d'1 milliard de dollars. L'Australie avait besoin de ces investissements étrangers. On ne pouvait pas s'y opposer avec des arguments écologiques. Notre succès fera donc date. Il prouve que l'argent ne gagne pas forcément. Et je crois que cela encouragera les gens, que cela leur donnera la force de continuer à se battre. Mais la demande mondiale augmente, souligne Jean-Michel. La population grandit. Est-ce qu'ils ne vont pas revenir à la charge? Un jour ou l'autre, répond Milne, nous aurons en Tasmanie une fabrique de pâte à papier, mais nous déciderons des conditions. Il faudra qu'ils utilisent des plantations et non des forêts naturelles. Il faudra que leur procédé ne fasse pas appel au chlore pour ne pas nuire au milieu marin.
submarine so that you don't have the degradation of marine environments. Il faudra l'installer au bon endroit, pas au beau milieu d'une région agricole. Les compagnies vont maintenant jusqu'à dire qu'elles devront se préoccuper des questions d'environnement avant de démarrer leur projet. Je veux, déclare Christine, que le monde soit capable de nourrir les enfants de la prochaine génération, de leur donner une bonne qualité de vie. Et si c'est ce que je veux, j'ai la responsabilité de faire en sorte que cela soit possible. Les Nations Unies ont rendu hommage à Christine Milne, reconnaissant la portée planétaire de ses convictions. Il y a 130 millions d'années, la masse continentale géante qui émergeait de l'océan a commencé à se disloquer en plusieurs continents. Venus chercher en Australie les traces de ce lointain passé, nous avons trouvé le labyrinthe du futur et vu de nouveau se dessiner au milieu des secousses le destin de la planète.